doté de pouvoirs magiques. Vous en avez rêvé? Moi, quand j'avais 10 ans, je voulais être magicien. Mais j'avais aucun pouvoir magique. Par contre, sur Antenne 2 et FR3, il y avait des prestidigitateurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Majax, Garcimore. Ça, c'est pour les plus de 50 ans. Et donc, ils nous faisaient des tours de magie. Et moi, ça me provoquait 3 plaisirs. Le premier, voir l'impossible, quoi. Des trucs bizarres, il faisait sortir des lapins de son chapeau. Le deuxième plaisir, c'était de comprendre le truc. Comprendre comment il faisait. Ça me plaisait beaucoup, ça. Et le troisième plaisir, c'est refaire. Donner à mon avis, à moi-même, genre à ceux qui étaient autour de moi, ma famille en particulier, la possibilité de faire des tours de magie. Alors je me suis fait offrir une belle boîte de Garcimore, à l'époque, il y avait plein de tours de magie dedans, puis je faisais des petits spectacles de magie. Je n'étais pas vraiment très doué. Alors, le Noël suivant, j'ai eu une autre boîte magique, un ZX81. Ça rappelle des souvenirs, ça? C'était le début de la micro-informatique. C'était un petit ordinateur avec un K de mémoire dessus, puis un petit programme de basique qui permettait de faire des logiciels. Et là, j'ai fait faire à la machine des tours de magie, des petits logiciels, justement. Alors, j'ai construit un compagnon artificiel. Et ce compagnon artificiel, il jouait avec mon frère et moi à la roulette. Alors, il tirait un numéro au hasard entre 0 et 36. Bon, c'était pas très intelligent, mais bon, c'était comme ça que ça se passait. Puis petit à petit, je me suis dit, peut-être qu'à force de jouer à cette roulette, il pouvait y avoir un biais. Et on avait remarqué des numéros qui revenaient plus souvent. Alors on s'est dit, tiens, je récupère tous les tirages, je les mets dans le logiciel, et puis la machine va tirer peut-être plus souvent les numéros. Au bout de 100 à 200 tirages, la machine, elle gagnait plus souvent que nous. Alors là, on était un peu vexés. Puis jouer à la roulette, c'est un peu répétitif. Ça, la machine, elle se lasse jamais. Et donc, on a décidé d'aller jouer ailleurs. Alors, j'ai continué. J'ai appris à utiliser la machine. J'ai appris à programmer. J'ai fait des études. J'ai trouvé d'autres passionnés en informatique. Puis, j'ai appris à faire du beau logiciel. On fait le domaine du génie logiciel. Donc, on apprend à analyser, concevoir, mettre en œuvre, bref, tout ça. Et j'avais quand même des héros que je voulais rencontrer dans ma vie. Alors mes héros, c'est des héros qui n'existent pas vraiment. Il y a le professeur Tournesol, vous voyez, c'est celui qui est dans Tintin. Celui qui est un peu dans la Lune, mais surtout qui emmène les gens dans la Lune. Et puis il y a Dr Emmett Brown. Quelqu'un connaît là? C'est le docteur dans le Retour vers le futur, vous voyez. Alors lui, il transporte les gens du passé au futur, et ça me plaisait beaucoup. Alors en France, des docteurs et des professeurs, il y en a dans la recherche. Alors j'ai décidé de faire de la recherche. Et j'ai choisi une discipline scientifique qui existe depuis plus de 60 ans, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Alors rien que l'association des deux mots, c'est magique. Intelligence artificielle. Mettre de l'intelligence dans la machine. Alors j'ai commencé ma thèse, j'ai ouvert le capot de la machine et j'ai été voir ce qu'il y avait dedans. Alors qu'est-ce qu'il y avait dedans? Rien. Pas de sentiment, pas d'émotion, même pas l'étincelle d'un raisonnement. Vraiment rien. J'étais un peu déçu. Par contre, autour de moi, beaucoup d'intelligence humaine. Parce que pour coder les 101 façons de faire de l'intelligence artificielle, parce que c'est un peu ça, hein, c'est essayer d'imaginer des actes cognitifs humains, ça c'est facile à imaginer, et surtout de les reproduire avec la machine. Et là, il faut être très intelligent pour faire ça. J'ai fait une thèse avec Jacques Pittrat, pionnier en intelligence artificielle symbolique, et qui m'a appris à comprendre la notion de connaissance, de métaconnaissance, de règles, de méta-règles. Et avec tout ça, on donnait l'illusion de l'intelligence. Je suis devenu illusionniste de l'intelligence dans les machines. Il n'y a aucune intelligence dans la machine, mais j'en donnais l'illusion. Alors, j'ai appris le truc. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous partager le truc. Comment on met de l'intelligence dans une machine. Alors pour ceux qui veulent rester dans l'émerveillement, je vous propose de boucher vos oreilles et de ne pas écouter le truc. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de curieux. Ça me plaît bien ça. Alors, la première chose pour faire de l'intelligence, il faut de l'humain. Et il faut des humains très intelligents, capables de comprendre ce que c'est des variables, des structures de données, être capables de travailler avec les datas, utiliser des règles et puis construire des algos. Alors des algos, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Je vous laisse un petit peu de temps. Ça va? Tout le monde a vu l'éléphant, là? Combien de photos il a fallu pour un humain pour apprendre un éléphant à vie?
Allez-y, dites. 1 à 2 photos, pas plus. Si vous donnez 1 à 2 photos à un enfant, il apprend un éléphant à vie. La machine, pas du tout. Il va falloir lui donner beaucoup, beaucoup plus de photos. Et à cette question, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Aucune machine au monde est capable d'y répondre. Il faut lui faire des propositions de réponse. Sur cette photo, est-ce que tu vois une tirelire, une vache, un éléphant, une cuillère? Et la machine va répondre, c'est probablement un éléphant. C'est une machine statistique. En fin de compte, ce qui se trouve derrière cet algo de reconnaissance, c'est ce qu'on appelle un graphe probabiliste. Bon, là, on rentre un peu dans les maths, mais vous allez voir, c'est très simple. Un graphe probabiliste, c'est quoi? Des milliers de nœuds, des milliers d'arcs, avec des probabilités et des seuils. Ça permet de transformer une photo en un concept. Et ça marche assez bien. Le problème, c'est que ce graphe probabiliste avec des milliers de nœuds, aucun humain n'est capable de le construire. Donc, on a une astuce. L'astuce, c'est de faire programmer par un autre programme pour construire le premier programme. Donc, on fait un algo d'apprentissage pour construire un algo de reconnaissance. Alors, comment ça fonctionne? Je vais lui donner 10, 20, 100, 1000, 10 000 photos d'éléphants, 10 000 photos de cuillères, 10 000 photos de vaches, et le système va être capable de reconnaître parmi toutes ces photos là où il y a les éléphants, là où il y a les cuillères, là où il y a les vaches, et il va faire une distinction entre les 3 classes. Et là, à partir de là, il est capable de reconnaître ce qu'on veut. Il est capable de reconnaître dans des photos, dans des vidéos, dans des textes. Il est capable de reconnaître des situations dans la rue, avec des caméras vidéo, ou même des comportements. On peut tout faire apprendre à la machine à partir du moment qu'on a les datas et qu'on a labellisé chaque data. Le problème, c'est que si c'était aussi simple, on aurait beaucoup d'IA partout, et il faut un petit peu de temps. Le problème, c'est ça, l'éléphant rose. Alors là, je ne vous demande pas de regarder, hein, ça ressemble à un éléphant, c'est rose, ça n'existe pas. Et pour la machine, c'est un peu ambigu, parce qu'il y a beaucoup de tirelires roses qu'on lui a montré, donc il se dit c'est peut-être une tirelire, c'est peut-être un éléphant. Et le rôle du développeur, c'est de supprimer ce type de data. On ne met pas de data ambiguë. Justement pour que le système soit performant. Mais ça veut dire aussi que l'IA va avoir beaucoup, beaucoup de mal à comprendre et analyser l'exception. Et ça, c'est un rôle d'humain, ça, gérer l'exception. Pourquoi? Déjà, on n'a pas beaucoup de data, justement, pour pouvoir lui faire apprendre des exceptions. Alors, il y a un autre problème, c'est que les personnes qui sélectionnent ces photos, qui font ce rôle-là, en général, ils sont américains, chinois, un petit peu européens. C'est des hommes, entre 25 et 50 ans, et ils sont ingénieurs. C'est un profil bien fermé, et c'est eux qui déterminent, pour les IA du futur, ce qui est la vérité de ce qui n'est pas la vérité. Ça pose un vrai problème. C'est-à-dire que la diversité de la population mondiale n'est pas dans ceux qui construisent les compagnons qui vont nous accompagner tous les jours dans le futur. Et si on veut une certaine égalité, par exemple, homme-femme, il va falloir que les femmes viennent nous rejoindre pour aller coder l'intelligence artificielle. Si vous ne le faites pas, il ne faudra pas se plaindre qu'il n'y a pas d'égalité. Je suis vraiment désolé de vous le dire, c'est urgent que vous venez nous rejoindre, et je vous dis, c'est pas très compliqué, hein. Bref, ce type de photo-là, aucune IA peut comprendre que c'est un éléphant. Un enfant est capable d'identifier une abstraction comme ça. Un humain, non. Oh, la machine, non. Ouais. Alors, entre parenthèses, les IA, vous allez en avoir dans toutes vos activités. Vous allez avoir déjà, vous l'avez dans le GPS, hein, il y a une IA qui permet de vous guider. Vous allez avoir des coachs sportifs, des coachs pour mieux vous alimenter. Vous aurez des coachs artificiels qui seront disponibles 24 heures sur 24. Vous allez avoir des moteurs de recommandation, vous en avez déjà, hein, sur Netflix par exemple, qui vous proposent le film que vous avez besoin de voir. Alors, comment ça fonctionne? Je vous explique. On fait des profils. On fait des profils de chacun de vous. On voit tous les films que vous avez aimés et tous les films où vous avez arrêté au milieu et que vous avez été revoir un film à côté, c'est-à-dire qui ne vous plaît pas. Et vous faites partie d'une classe, parce qu'on est des millions sur cette planète, qui aime ce type de film et qui déteste cela. Et là, naturellement, la machine, elle voit un des films que vous n'avez pas encore vu. Tenez, tiens, je te propose ce film-là, il y a de fortes chances que tu vas aimer, parce que tu fais partie des gens qui peut aimer ce type de film. C'est pareil pour Amazon et c'est pareil pour tous les systèmes de recommandation qu'on trouve sur cette planète. On va pouvoir interagir avec cette machine, on va pouvoir dialoguer avec elle. Et puis petit à petit, on aura aussi la possibilité pour les machines de générer du texte.
Générer des images, c'est pas juste vu sur Internet, là c'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables de faire revivre la Joconde, par exemple. C'est vraiment une grande avancée. Alors quand on m'a proposé de faire ce TEDx, j'étais très content, je me suis dit, allez, je le fais avec de l'IA. Donc c'est parti, je cherche un programme qui permet de générer un TEDx. Bon, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas pour une raison simple, c'est que chaque TEDx est un petit peu unique. C'est un peu comme l'éléphant rose de tout à l'heure. Donc là, il y a peu de chances qu'on puisse générer de manière automatique un TEDx. Après, je me suis dit, bon, je vais utiliser un moteur de recommandation qui permet de construire le TEDx. Toujours pas. Un chatbot avec qui j'aurais pu dialoguer. Rien. Non, j'ai utilisé les humains. J'ai lu des bouquins, j'ai regardé les autres TEDx sur Internet, j'ai regardé tout ce qu'on me proposait comme contrainte, et puis comme rôle, comme façon d'être, etc., etc. Puis je me suis tourné vers les humains, des amateurs, des professionnels, et puis des copains, des amis. Alors d'abord, je vais les remercier parce que je les ai saoulés ces deux derniers mois. Donc ça, c'est important. Mais tout ça, c'est uniquement de l'intelligence humaine. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de construire vos compagnons de demain. Mais avant, je vais vous en montrer un. Voilà. Alors, je l'appelais Michel. Et depuis le début de la présentation, il récupère tous les mots que j'aimais. Et il me les fait en gros. J'ai beaucoup parlé de photos, j'ai parlé d'intelligence artificielle, de vidéos, de tours de magie. Et naturellement, il a enregistré tout ça. Michel, il va m'accompagner dans le futur. Je vais le doter de la vision pour qu'il puisse me donner des conseils. Par exemple, de sortir la main de la poche, de bien me positionner dans le cercle rouge, etc., etc. Michel, j'espère qu'il va pouvoir me donner des conseils du niveau, par exemple, la dame que je ne vois pas au fond là-bas, parce que Michel voit, lui, il, je ne sais pas encore trop. Donc, la dame là-bas au fond qui est en train de s'ennuyer avec son téléphone portable. Elle a laissé une petite information à l'entrée qu'elle travaillait pour l'ameublement, par exemple. Et là, je vais lui donner une information pour récupérer son attention. Les IA ne sont pas capables de monter des meubles Ikea. Certains humains non plus. Et oui, donc Michel, j'ai vraiment envie qu'il m'accompagne dans toutes mes conférences. Et là, aujourd'hui, je le présente, c'est juste, il est là. C'est un petit proto, mais je vais vraiment l'améliorer au fur et à mesure. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous construisez vos propres compagnons. Vous allez me dire, oh là là, c'est pas possible, il faut un super niveau, etc. Pas du tout. Non, j'ai été voir une boîte grenobloise, puis je leur ai proposé, créez-moi Michel. Ils m'ont dit, comment on fait ? Ben, vous connaissez un peu l'informatique, niveau bac plus, je ne sais pas combien, 2, 3. Et puis la capacité. Mais par contre, ce ne sont pas des spécialistes de l'intelligence artificielle. On a récupéré des programmes existants sur le net, et puis on a commencé à construire cette intelligence artificielle petit à petit. Vous pouvez tous créer votre propre intelligence artificielle. Oubliez la technique et commencez à vous dire, qu'est-ce que vous sous-traiteriez à la machine ? La routine ? Je ne sais pas, vos plannings ? Peut-être, la gestion du temps, les anniversaires qu'on oublie. Vous voyez ce type de choses. On pourrait sous-traiter à la machine toute la partie très répétitive, préparer les repas au quotidien. Ça fait écho là. En fin de compte, ça va vous décharger de votre charge mentale. C'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire que naturellement, la deuxième colonne, qui est vous allez pouvoir la compléter et pouvoir y rajouter des tonnes d'activités que vous n'aviez pas le temps de faire avant. La création, l'exploration, le ressenti, les envies, la passion. Il y a des tonnes de choses qui sont, on en a eu plein d'exemples aujourd'hui, qui montrent que si on avait un petit peu plus de temps et que la partie ingrate de nos vies, on le sous-traite à la machine, on serait plus heureux. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas attendre que on a vu aussi un TED intéressant là, qui était filmé, il ne faut pas attendre que les GAFA, là, aujourd'hui, définissent vos compagnons de demain. C'est à vous de les construire. Et vous pouvez le faire. Alors, je ne suis pas devenu un magicien. Ça, c'est vrai que je ne suis pas devenu un magicien. J'ai construit Michel. Michel ne va pas me remplacer. Il ne va pas venir sur scène, faire un pitch et puis présenter l'intelligence artificielle. Non, il n'est pas capable. On est encore très, très loin de faire ce type d'intelligence artificielle. Quand je dis loin, c'est 50, 100 ans. On ne sait même pas comment le construire. Ce n'est pas avec l'intelligence d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, qu'on est capable de faire ce type d'intelligence. La voiture autonome, 2035, pas avant. Il y a tellement de complexité. Je parle d'une voiture qui serait capable de se déplacer dans n'importe quel environnement. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'IA ne permet pas de le faire. Il va falloir inventer une nouvelle intelligence artificielle. Il y a beaucoup de limites là. Alors, j'ai appris aussi à donner l'illusion.
Ça, c'est mon côté magicien, je suis plutôt content. Donc, je te donne l'illusion de l'intelligence, mais on est bien d'accord, ce n'est qu'une illusion. J'ai appris aussi à vulgariser, être capable de parler de choses complexes et les ramener à des concepts simples que tout le monde peut comprendre. Et ainsi, les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille, ça leur permet de prendre des décisions. Mais pour faire tout ça, vulgariser, construire, etc., j'ai utilisé un vrai pouvoir magique. Et ce vrai pouvoir magique, vous l'avez tous au fond de vous. C'est l'intelligence humaine. Et je vous prie de bien le respecter. Vous êtes tous des magiciens. Tous. Et chères magiciennes, chers magiciens, je vous remercie.